Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Kawasaki Zephyr 550 de 1995. Allez, c'est parti! Les amis, j'ai encore la chance d'avoir un de mes abonnés qui est venu me prêter une Youngtimer et en plus une machine en état concours. C'est extrêmement rare de voir des machines un peu anciennes dans cet état-là. C'est vraiment un plaisir de pouvoir les tester. Merci encore à lui de s'être déplacé pour me la prêter. Donc les amis, vous ne connaissez peut-être pas, ou vous avez peut-être oublié cette gamme de motos, les Kawasaki Zephyr. C'était une gamme assez étendue, vu que ça allait de la 400 cm3 jusqu'à la 1100, en passant bien sûr par cette 550, et il y avait, si je me souviens bien, également un 750. Et toutes ces machines en fait étaient des roadsters. Cette gamme de Zephyr est motorisée par des 4 cylindres en ligne, 4 cylindres à refroidissement air-huile. On a d'ailleurs cette fameuse esthétique avec les grosses ailettes de refroidissement qui est vraiment super sympa. Et d'ailleurs cette gamme Zephyr est aussi un peu haut de gamme à l'époque, avec pas mal de chrome, de parties un peu polies. C'est très joli. Aujourd'hui, je teste la version 550 qui était la plus petite cylindrée distribuée en France, vu que la 400 était, si je ne me trompe pas, disponible exclusivement au Japon. Donc comme je vous l'ai dit, il s'agit d'un 4 cylindres en ligne. Celui-ci est avec une technologie relativement simple. Il est alimenté bien sûr par 4 carburateurs. C'est un moteur à double arbre à cam en tête, mais uniquement 2 soupapes par cylindre. Et il n'est pas hyper puissant, il est donné pour 49 chevaux. Et la machine fait un poids tout plein fait de 206 kg. Comme je vous disais, aujourd'hui j'ai vraiment la chance, le privilège je dirais même, d'avoir à ma disposition un modèle en état collection. Il n'y a quasiment rien à refaire sur celui-ci et tout est d'origine. La seule chose sur laquelle le propriétaire n'est pas certain que ce soit conforme à l'origine, il s'agit de la selle, qui est esthétiquement conforme à l'origine, mais elle semble être très légèrement plus basse. Peut-être que la mousse a été changée afin qu'elle soit légèrement rabaissée. Et d'ailleurs, lorsqu'on monte dessus, la première bonne surprise, c'est justement cette hauteur de selle. Elle est très très basse. Et j'arrive du haut de mon 1m70 à mettre les deux pieds parfaitement à plat. Ça, c'est vraiment un gage de sécurité. Le petit problème, par contre, d'une machine aussi basse, c'est qu'on se retrouve avec les genoux très pliés, car les repose-pieds sont un peu hauts et légèrement basculés vers l'arrière. C'est assez surprenant. Mais en même temps, si les repose-pieds avaient été mis plus bas, je pense que très vite, on serait amené à faire frotter ceci au moindre virage. Pour le buste, par contre, on est très droit. Le guidon est pas trop large, il est chromé, ça donne un bras de levier suffisant, mais il est vrai que j'aurais préféré qu'il soit un tout petit peu plus long, de 2 ou 3 cm. Ça reste assez facile à prendre en main. Et en plus, celui-ci fait que je suis que très très peu basculé vers l'avant. Le réservoir n'est pas trop large, il est légèrement, on va dire, aminci au niveau des genoux. Comme ça, on peut bien faire corps avec la machine. Franchement, la position de conduite n'est absolument pas contraignante. On se sent assez vite à l'aise sur cette machine. Il y a juste les genoux qui sont vraiment très pliés. Cette position de conduite fait qu'on peut aussi assez facilement prendre les infos autour de nous. Si je désire me retourner, je peux le faire, et ça sans lâcher le guidon. On a encore les deux rétros d'origine qui sont chromés. Ils sont ronds, on voit assez bien ce qui se passe derrière, on n'est pas trop gêné par nos coudes. Et les vibrations pour l'instant ne remontent pas trop dans les miroirs. Donc c'est assez bon pour la prise d'infos. Actuellement sur la machine, on a encore l'échappement d'origine, ce qui est vraiment une rareté, vu que c'est une des pièces qui vieillit le plus vite sur ce genre de moto. Et vous pouvez entendre, ou du moins vous ne pouvez pas entendre, parce que le bruit est extrêmement faible. Moi j'entends bien sûr que le moteur tourne, mais c'est très très feutré. On tourne à assez bas régime quand on se déplace comme ici en agglomération. C'est extrêmement calme. Alors, je sors de l'agglomération, j'essaie d'accélérer un peu fort, sauf que je suis à très bas régime. Et donc, vous pouvez constater que comme avec la plupart des 4 cylindres en ligne, c'est relativement souple. On peut reprendre à quasiment tous les régimes. Par contre, vu que c'est une petite cylindrée, vous n'avez que très peu de performance quand vous utilisez le moteur de cette façon.
Bon, un problème par contre qui est présent instantanément dès qu'on sort de l'agglomération, c'est la prise au vent. Là je roule à peine à 70 et je suis déjà contraint de fermer ma visière tellement j'ai d'air qui arrive directement sur mon visage. C'est un problème malheureusement assez récurrent sur ce genre de roadster. Alors ici j'arrive sur un virage à basse vitesse, ça se manie assez facilement. Bon, le poids est quand même présent et clairement la moto serait bien plus facile à incliner si le guidon avait été un tout petit peu plus large. Mais sinon ça reste assez facile. D'ailleurs les pneus sur cette moto sont relativement fins. À l'avant on a un pneu en 17 pouces et c'est un 110. À l'arrière c'est un 140 par contre en 18 pouces. C'est assez rare de voir un pneu arrière d'un diamètre supérieur au pneu avant. Donc les amis, comme à mon habitude, on va utiliser cette route afin de tester l'accélération de cette machine. Je rappelle qu'on est donc motorisé par un 4 cylindres en ligne qui développe 49 chevaux. La machine pèse 206 kg tout plein fait. Et là, si je regarde bien, j'ai quasiment le plein. Et bien sûr, il n'y a aucune technologie, il n'y a pas d'électronique, il n'y a pas d'ABS. C'est une machine à l'ancienne. On est parti pour tester les performances de cette machine. Let's go! Ça monte assez vite dans les tours et on arrive à 100 en fond de deuxième. En montant dans les tours, il y a quelques petites vibrations, c'est bien plus sympa. Et on a la sonorité du 4 cylindres, même si avec cet échappement, ça reste très discret. Maintenant, je m'arrête ici. On va tenter un petit demi-tour. Donc vous voyez déjà, j'ai vraiment les deux pieds parfaitement à plat. Et en plus, j'ai pas les repose-pieds qui me gênent parce qu'ils sont vraiment vers l'arrière. Je signale mon intention de faire demi-tour. Je tourne à fond. L'angle a l'air relativement standard. Je vais laisser la machine bien droite comme d'habitude afin de vérifier si j'arrive à faire demi-tour sans sortir de la route. Et vous voyez que ça passe. On arrive pile sur l'autre fil, mais c'est vrai que sur une moto de ce gabarit et de cette cylindrée, on s'attendrait à ce que ça braque encore mieux. Mais ça reste plutôt bon. Maintenant, on est reparti de nouveau pour une accélération, et ensuite je vais vraiment me concentrer sur le freinage. Allez, let's go! Et maintenant je ralentis, le frein arrière freine déjà plutôt bien, et le frein avant, et pour une machine de 95, le frein avant est plutôt bon, hein. Il y a du mordant, les sensations au levier et à la pédale sont plutôt bonnes. Franchement, je suis surpris, ça freine vraiment bien. D'ailleurs, la plupart des machines de ces cylindrées-là à l'époque et de ces puissances-là étaient équipées d'un seul disque à l'avant. Là, on a bien un double disque et c'est plutôt efficace, hein. Bon, sinon, en termes de performance pure, hein, vous l'aurez vu, c'est efficace, mais ce n'est absolument pas une machine à sensation, hein. C'est une petite moto, on va dire, entrée de gamme et très jolie de l'époque. C'est parfaitement suffisant au niveau de la performance pour se déplacer, prendre un peu de plaisir, se marrer, mais ce n'est pas une usine à sensation, pas du tout. Me voilà maintenant dans un petit rond-point que je prends en deuxième, ça se bascule assez facilement. On prend les infos de nouveau très facilement et j'accélère à fond. Alors, ce qui est quand même marrant avec cette machine, c'est qu'elle monte assez vite dans les tours. Et donc même en roulant à vitesse légale, on peut se marrer en cravachant un petit peu le moteur. Et c'est d'ailleurs uniquement au-delà des 6-7 000 tours qu'on commence vraiment à entendre l'échappement. Avant, c'est extrêmement calme. La boîte de vitesse sur cette moto fonctionne plutôt bien, par contre elle n'est pas très rapide. Faut bien prendre son temps, décomposer nos mouvements, mais sinon elle verrouille bien, elle fait pas de bruit bizarre. Mais c'est vrai que maintenant sur une moto plus moderne, ça choquerait un petit peu le temps qu'il y a pour que le sélecteur bouge d'un rapport à l'autre. Et franchement, si vous forcez pour que ça aille plus vite, ça passe pas mieux, hein.
Sur cette machine, les commodos sont relativement simples et comme souvent chez Kawasaki à l'époque, ils sont un petit peu carrés. Vous avez bien sûr tout ce qui concerne l'éclairage sur la gauche, vous avez également le starter qui est sur la gauche et sur la droite, on a démarreur coupe-circuit ainsi que le bouton permettant d'allumer ou d'éteindre l'éclairage, vu qu'à l'époque ce n'était pas encore obligatoire que ça s'allume automatiquement. Les compteurs, eux, sont extrêmement simples, très à l'ancienne. Vous avez deux gros compteurs chromés, un pour la vitesse, l'autre pour le compte-tour. Dans celui du compte-tour, vous avez une aiguille qui sert à vous indiquer la réserve de carburant. Et en dessous, vous avez bien sûr votre Neumann avec quelques voyants de base. C'est le minimum et en même temps, ça suffit, il n'y a pas vraiment besoin de plus. De nouveau, vous me voyez évoluer en agglomération. Je suis à peine à 30 km/h, à un peu moins de 2000 tours. Et cette moto est d'une tranquillité. On n'entend rien, on ne fait pas de bruit, on prend le temps de découvrir les paysages, ce qui se passe autour de nous. C'est vraiment une moto qui se conduit à la cool. On est détendu sur cette machine. On va faire un test de souplesse, donc je me mets, si possible, sur le dernier rapport. Et là vous voyez que je suis à 25 sur le dernier rapport à peu près 1000 tours. Et ça reprend. Même si j'accélère un peu fort, vous voyez qu'il n'y a pas de performance. Ça prend du temps. Mais ça ne tremble pas. C'est parfaitement gérable. Même à l'époque avec les moteurs à carbu, les 4 cylindres en ligne étaient déjà extrêmement souples. Ce qui peut surprendre avec cette moto par contre, c'est quand on est un peu haut dans les tours et qu'on lâche l'accélérateur, il y a quand même pas mal de freins moteurs. On n'est plus habitué à ça sur les machines récentes, la plupart du temps il y a très peu de freins moteurs. Là on sent que c'est encore un peu à l'ancienne, il y a du frein moteur, bien que ce soit pas ultra performant. J'arrive sur un petit deux-dames que je prends bien sûr à 30 km/h. Alors les suspensions sont plutôt typés confort que sport. À l'arrière c'est un peu mou. Sur cette machine à l'avant on a une fourche classique et il n'y a aucun réglage. À l'arrière par contre on a un amortisseur de chaque côté et c'est des amortisseurs avec des bonbonnes séparées et vous pouvez régler aussi bien la précontrainte que la détente. C'est des réglages rapides, c'est assez surprenant sur une machine entrée de gamme. Allez, me voilà dans une petite succession de virages. Voyons ce que ça donne si je reste un peu dans les tours. Franchement, c'est assez fun. Là, on entend bien le moteur, mais c'est pas exubérant. La machine est très facile dans les successions de virages. Le frein est rassurant. Ça incite même un peu à se déhancher, à sortir le genou, vu qu'on a les jambes un peu vers l'arrière. Franchement, elle cache assez bien son jeu, On peut rouler et se faire plaisir avec cette machine, alors qu'elle est extrêmement calme 90% du temps. Mais une fois de plus, si vous cherchez des performances à tout prix, c'est pas la machine qu'il vous faut. On ressort du rond-point et on va essayer de dépasser ces véhicules. Donc forcément, aucun problème pour revenir sur les autres et les dépasser. On a quand même largement plus de performance que n'importe quelle voiture standard. Finalement, en termes de performance, c'est très similaire à ce que vous auriez avec une moto moderne compatible avec le permis A2. Sauf que celle-ci, malheureusement, ne l'est pas. Elle fait 2 chevaux de trop. J'espère que vous entendez un petit peu le moteur parce que la sonorité n'est pas désagréable, c'est juste qu'elle est très faible. Alors une petite surprise, ça fait à peine une petite demi-heure que je roule avec cette machine et j'ai déjà quand même pas mal de chaleur qui remonte le long du réservoir, alors qu'aujourd'hui il fait pas super chaud, il doit faire une quinzaine ou une vingtaine de degrés. Donc je suppose qu'en pleine canicule, ça peut devenir un peu problématique. Nous allons maintenant faire un petit passage sur l'autoroute. J'accélère un bon coup et je m'insère.
Donc vous voyez que j'ai même pas eu besoin de redescendre dans les rapports. Il y a quand même un peu de patate et remonter au maximum autorisé ne pose aucune difficulté. Par contre, j'ai toujours autant de prise au vent. Donc déjà à 70 c'était un problème. Là maintenant à 110-120 c'est vraiment pénalisant. Je n'entends plus rien, j'entends que l'air sur mon casque. Je vais maintenant essayer de faire un test de relance. Je suis sur le dernier rapport à un peu moins de 110. J'accélère à fond. Et vous voyez que ça reprend pas trop mal, hein. Je suis déjà à 130, maintenant 140. C'est pas une machine pour taper des records de vitesse. Je crois que le maximum sur la fiche technique est donné à 170 km/h. Mais ça suffit largement et on se sent pas en difficulté lorsqu'on doit faire un dépassement, même sur l'autoroute. C'est suffisant. En plus, le moteur n'est pas en train de hurler à la mort. Lorsque vous roulez sur l'autoroute, on a encore une bonne marge. Allez, sortons de l'autoroute. Ce n'est clairement pas le lieu de prédilection de cette machine, même si elle est parfaitement capable d'emprunter ce type de route. De nouveau dans une grande courbe, c'est toujours aussi facile. Et je le redis pour la je sais pas combien de fois, j'aurais aimé un guidon un petit peu plus grand. Au niveau de l'éclairage, une fois de plus, c'est à l'ancienne. Donc on a un gros phare rond cerclé de chrome, avec bien sûr une ampoule halogène. Vous avez des clignotants orange assez gros, mais une fois de plus avec du chrome. Et ça s'intègre parfaitement dans le design de la machine. Et le feu arrière, lui, est extrêmement banal, hein, c'est juste un feu rouge, tout ce qu'il y a de plus simple. Et une dernière accélération. Je pense que vous l'aurez compris, hein, sur route, cette moto n'a pas grand chose à se reprocher, si ce n'est peut-être sa protection face au vent. Mais bon, ça c'est le style de la machine qui veut ça. C'est dommage hein, qu'elle ne soit pas compatible avec le permis A2, car ce serait vraiment une excellente machine pour un débutant. Elle est facile, elle est maniable, elle a un gabarit qui est quand même un peu valorisant avec ce 4 cylindres. Elle a le côté vintage qui est à la mode actuellement. C'est dommage, mais non, elle n'est pas compatible pour le permis A2. Maintenant, parlons un petit peu de ses aspects pratiques, de sa consommation, de son tarif. Tout d'abord, au niveau des rangements, vous avez bien sûr la possibilité sur cette machine de démonter la selle et vous tombez sur un espace de rangement qui est suffisant pour y mettre votre gilet jaune, peut-être un bloc-disque, peut-être même un U si celui-ci n'est pas trop grand. Donc franchement, c'est plutôt pas mal. Ce qui manque par contre sur cette machine, c'est clairement une béquille centrale. Sur ce style de moto, c'est quelque chose qui était très fréquent dans les années 80 et malheureusement celle-ci n'en est pas équipée. Par contre, vous avez encore un attache-casque, ça c'est plutôt pas mal. Au niveau de la consommation, c'est une fois de plus une bonne surprise, elle ne consomme que 5 litres au 100. Donc si vous décidez de l'utiliser au quotidien, le budget sera vraiment réduit. D'ailleurs, en parlant de budget, il va falloir parler du tarif de cette machine. Et c'est là peut-être la plus grosse bonne surprise. Cette machine, comme je vous l'ai dit, fait 49 chevaux et donc n'est pas compatible avec le permis A2. Ce qui fait que d'occasion, elle n'intéresse pas grand monde. Elle n'est pas compatible pour les jeunes permis, elle n'est pas super puissante, ce qui n'attire pas ceux qui ont le permis A. Le seul intérêt pour une machine de ce genre-là, actuellement, c'est son look et sa fiabilité, parce que c'est une machine qui est réputée extrêmement fiable. Et donc, vous pouvez acquérir cette moto actuellement pour environ 2000 €. Si vous en voulez un modèle, on va dire, à retaper ou pour le modifier en café racer, vous en trouvez même parfois entre 1000 et 1500. Et si à l'inverse, vous cherchez un modèle strictement d'origine et en parfait état, révisé, qui n'aurait rien à faire dessus, comme celle que je teste aujourd'hui, là, 2500 €, peut-être 3000 pour un modèle vraiment dans un état exceptionnel. Mais la plupart du temps, cette machine est vendue dans les 2000 €, ce qui la fait vraiment super peu cher pour une machine de ce genre.
Comme je vous l'ai dit, au niveau de la fiabilité, il n'y a rien à dire, c'est réputé extrêmement fiable. On retrouve encore actuellement les pièces afin de maintenir en état ce genre de machine au niveau de tout ce qui est mécanique, plaquettes de frein, toutes les pièces d'usure, on trouve ce qu'il nous faut. Là où ça devient plus compliqué, comme avec beaucoup de Youngtimer, c'est sur les pièces d'habillage. Si vous avez besoin de changer un carénage, de changer le réservoir, ce genre de choses, ou même un échappement, ça peut être compliqué de trouver des pièces neuves chez Kawasaki. Je pense avoir fait le tour maintenant des caractéristiques de cette Zephyr 550 de 95. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez ça dans les commentaires. Si vous avez possédé ou si vous possédez encore ce modèle, eh bien dites-nous ce que vous en pensez, quels sont les problèmes que vous avez pu rencontrer si jamais il y en a eu, quels accessoires vous semblent adaptés sur cette machine. Ce sera super intéressant d'avoir votre retour d'expérience car ces machines sont de plus en plus rares en France. De mon côté, je tiens encore à remercier une fois de plus le propriétaire de cette machine de s'être déplacé afin que je puisse la tester. Comme je l'ai déjà dit, c'est exceptionnel de pouvoir tester des machines dans cet état-là. Je rappelle d'ailleurs que l'ensemble des tests sur ma chaîne sont faits en collaboration avec mes abonnés. Donc si comme lui, vous disposez d'un véhicule que vous aimeriez me voir tester en vidéo, eh bien contactez-moi. Tous les moyens de le faire sont dans la description. Je rappelle que je me situe en Normandie, dans la région de Rouen. J'espère les amis que vous avez apprécié ce test. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce vers le haut, à le partager sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, vu que je fais ce genre de test très régulièrement, une fois de plus, grâce à mes abonnés. Je m'en vais maintenant rendre ce petit Youngtimer à son propriétaire. J'espère qu'on se retrouvera bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ve à tous! Après, il faut savoir, comme je l'ai dit en début de test, que cette machine, c'était la plus petite de la gamme Zephyr. Il était vendu aussi en France la 750, qui fait une dizaine de kilos de plus et une quinzaine ou une vingtaine de chevaux de plus. Et le haut de gamme, c'était la 1100, qui elle devait faire dans les 95 chevaux, mais qui fait facilement 40 à 50 kilos de plus que cette 550.